Je vous l'avais promis les amis, il est l'heure du best-of 2022, juste milieu. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers camarades de France ou de Navarre, vidéo, voilà, c'est la dernière vidéo de 2022, on y est, vidéo un petit peu spéciale, hein, vous le savez, pot pourri de ce que vous avez déjà vu, si vous êtes des fidèles, des aficionados, comme on dit, en Espagne, ou alors, vidéo que vous n'avez pas vue. Si vous êtes des tout nouveaux, vous arrivez comme ça en gabardine de couleur pourpre, a dit qu'est-ce que c'est que ce sanglier en chemise bleue, tout le monde en est à des niveaux d'avancement différents, mais c'est pas grave, c'est une vidéo un petit peu spéciale, voilà, juste après cette allocution... présidentielle de ma salle de bain, mais cette allocution un peu spéciale, voilà, de l'inédit, on va revenir là ensemble, hein, je voulais faire ce petit message, voilà, face cam, hein, voilà, on fait tomber les masques, on papote pour revenir sur l'année qu'on a vécue, et juste après vous aurez cette espèce de best-of, voilà, des extraits de tout ce qu'on a vécu cette année, et quelle année, vraiment quelle année les amis, parce que avant toute chose, c'est ce que je veux vous dire, un immense merci, une année 2022 complètement folle, voilà, juste milieu, a soufflé sa deuxième bougie, hein, on a 2 ans, hein, techniquement, soit l'âge du QI d'Agnès Pannier-Runacher, mais c'est pas le sujet de la vidéo, et c'est vrai que voilà, ce bambin, juste milieu, encore frétillant, hein, encore hésitant sur les premiers pas, bah, il a bien grossi, ah, il mange bien à la cantine, 300 000 abonnés, 310 000 presque à l'heure où je vous parle, plus de 44 millions de vues, c'est complètement fou, un débat avec un ministre, un Clément Beaune, un passage sur la chaîne YouTube du Tour de France, si, bah, tu vas voir, celle-là, pas beaucoup l'ont vu, ça c'est cadeau. Il y a du bêtisier, de la farce tranquille aussi. Il y a eu tellement de choses, un passage chez TV Liberté, chez les Amis du Crayon. Enfin, voilà. La chaîne a énormément grandi. On a vu ma tronche ailleurs, mais c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée, c'est de participer au débat, participer aux réflexions de vous, chers spectateurs, de tous ceux qui nous entourent. Et si Juste Milieu peut être utile un tout petit peu à notre échelle, eh ben c'est déjà mission accomplie et c'est une mission qui ne s'arrête pas. Je peux vous dire que l'année prochaine, il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets. On a actuellement Juste Mensuel. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'une nouvelle revue va arriver, mais ce ne sera pas une revue Juste Milieu. Voilà. On ne sera pas tout seul. Je ne peux pas en dire plus, mais le projet est acté, c'est fait, ça arrive sous peu, on vous en parlera bien sûr. Un livre également qui est en préparation, écrit par votre serviteur. Ce ne sera pas un roman comme l'Étoile Noire, mon premier, là ce sera vraiment un truc un peu spécial, sur des choses que je ne peux pas dire. Enfin, je ne peux pas t'en dire plus. Voilà. Tu vas comprendre, ça va arriver avant la moitié de l'année 2023. Enfin, tout ça est rendu possible grâce à vous. Alors ce développement de Juste Milieu, l'idée c'est pas voilà, de se reposer sur nos lauriers, hein, à siroter des pastis dans des fauteuils à bascule. L'idée c'est d'employer voilà, toute cette énergie que vous nous donnez, toute cette motivation, de la réemployer, de la recycler, comme dirait Greta Thunberg, dans de nouveaux projets pour continuer voilà, à faire grandir ce qu'est Juste Milieu, cette aventure collective, une aventure à vous, une aventure à nous, que du plaisir. Et voilà, on a vécu une année folle, hein, une année de présidentielle, on a eu des législatives également après, hein, une année de guerre qu'on peut voir dans un contexte qui est plus lourd, une année où le Covid était encore et toujours là, alors qui nous a donné une certaine matière à vidéo. C'est vrai que bon bah dans tout tas de merde, à un moment donné, t'as une pépite. Et c'est vrai que bon, ces 2 années de merde qu'on a eues avec le Covid ont quand même permis de faire émerger Martin Blachier, Olivier Véran, de mettre la lumière sur des mensonges d'ailleurs qui nous ont bien aidés sur Juste Milieu, on va pas se mentir, hein, on a été opportunistes, mais voilà, il faut voir le positif, garder la banane, vous savez que c'est le style de la maison, continuer à regarder l'actualité, s'intéresser, tenter de démêler le vrai du faux, être attentif, refuser les évidences, refuser les cases dans lesquelles on range trop les gens, malheureusement, pour les scinder, pour les diviser, mais voilà, c'est la mission qu'on se donne avec Juste Milieu, qui j'espère vous plaît depuis 2 ans et qui va continuer l'année prochaine, en tout cas voilà, quand je regarde dans le rétroviseur, je le dis avec... une certaine émotion, une certaine fierté, je pense qu'il faut dire le mot. En tout cas, voyez, c'est vrai que c'est fou hein, ce qu'on a vécu. Ouais, si je me pose un petit peu, c'est quand même complètement dingue. Toutes ces vidéos, toute cette communauté, hein, voilà, quand je vous rencontre, ça et là, dans la rue, qu'on peut papoter, voilà, je me suis fait des copains grâce à Juste Milieu, au baby-foot notamment, mon ami Flo, que je salue. Enfin, entre autres rencontres formidables que permet Juste Milieu, cette communauté qui voit le jour. Et je peux vous le dire aussi, c'est une idée qu'on a vraiment en tête l'année prochaine, c'est que cette communauté puisse aussi prendre cher, alors rien à voir avec la chanteuse, mais qui est vraiment cette communauté-là. Vous êtes peut-être dans des petits villages de France, dans des grandes villes ou quoi, vous êtes plusieurs,
proches ou pas d'ailleurs, à regarder Juste Milieu, et on a envie de commencer à mettre sur pied un peu des initiatives, des apéros, tu l'imagines bien, non, ça va pas être des rencontres à la bibliothèque, hein, tu connais le sanglier. Donc voilà, qu'on puisse se rencontrer entre eux, alors que je puisse vous rencontrer, mais que vous puissiez aussi vous rencontrer, voilà, il y a un jeu verbal qui est pas évident, mais qui est que cette communauté Juste Milieu ait du sens, et que qui sait, peut-être un jour, vous allez vous faire copain dans des rencontres Juste Milieu avec un voisin qui habite à 3 rues, qui est fan de Juste Milieu comme vous, et en fait, il vote Mélenchon, toi tu votes Zemmour, et c'est pas grave, ça trinque à l'apéro. Et ça, c'est l'idée. Parce que c'est ce qui va nous rester. Hein. Tôt ou tard, voilà, faudra se satisfaire du nécessaire, comme dirait Balou ou Bruno Le Maire. Alors après, les maîtrises économiques sont plus ou moins les mêmes, mais le discours est quand même celui-là. Donc, c'est aussi un projet qu'on veut mettre en place l'année prochaine, que l'équipe Juste Milieu puisse venir à votre rencontre, qu'on donne du corps à cette communauté-là qui ne cesse de grandir sur YouTube. Les chiffres s'affolent, mais derrière ça, il y a de l'humain, il faut aller vers ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire en commentaire. C'est un appel officiel que je vous lance. Si vous avez un bar, enfin, si vous êtes proprio d'un bar, ou vous connaissez quelqu'un qui a un bar, ou un resto, une petite boutique, ou une salle, ou ce que vous voulez, un endroit où on pourrait se réunir, qui sait commencer à rôder un spectacle? On ne sait pas. Ah, il y a peut-être des blagues à faire en direct. Ah non, c'est un physique qui se savoure mieux en vrai. Hein. Il y a les effets spéciaux de la vidéo. En vrai, tu vas voir, rien que ça, c'est drôle. Donc, voilà. Il y a aussi la possibilité. Pourquoi pas des petits morceaux de blagues comme ça? Enfin, tant qu'on est entre nous, c'est le plus important. Donc voilà un peu une idée 2023 qui va arriver. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire. Sinon, mon adresse mail est dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous dis, si vous avez des lieux et que vous aimeriez accueillir, pourquoi pas, voilà. On ne sera pas 15 000, hein, au début. Mais voilà, une cinquantaine de personnes, ou une centaine, si affinité, voilà, si c'est complètement fou, mais vous avez des endroits, et puis en plus, si ça peut profiter, voilà, si vous avez un petit magasin, ou un resto, ou un bar, ce serait formidable, comme ça profite aux copains. Donc, les idées, pêle-mêle, mais en tout cas, qui vont prendre corps, qui vont se matérialiser l'année prochaine. Je crois que les amis, on s'est tout dit, hein, dans ce petit récap 2022 qui va suivre avec le best-of et quelques extraits pêle-mêle. En tout cas, tout ce que je peux vous dire déjà, c'est une fois de plus un immense merci à vous tous qui regardez ces vidéos, qui êtes là en permanence à soutenir Juste Milieu, à nous aider dans cette aventure complètement zinzin, qui ne trouve pas de points, et c'est clairement pas le but, à chaque fois des virgules pour de nouvelles phrases, de nouvelles aventures. Donc merci à vous les amis, c'est complètement fou. Je vais vous laisser avec le best-of qui arrive. On se retrouve l'année prochaine, hein, à l'année prochaine. J'ai volé une vanne à Gad Elmaleh, mais du coup bon, retour à l'envoyeur. Donc je vous embrasse, je vous salue bien bas, passez d'excellentes fêtes, et on se retrouve plus fort, plus rigolo, plus en forme, plus barbu que jamais en 2023. Je vous embrasse, je vous aime. Voilà, c'est un truc qu'il faut dire, merde. Et puis c'est Macron saison 2, là ça y est. On a eu saison 1, c'était pas mal. Le scénario, le petit mec qui monte, les personnages, tu y crois. Saison 2, ça sent le réchauffer. Saison 2, bon, les personnages sont plus ou moins les mêmes, toujours. Donc Marlène Schiappa, hein, la Dalida du livre de cul. On a Manuel Valls, le Catalan refoulé. Il y a des gens qui connaissent. On a qui? Ouais, Olivier Véran, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je suis pour rien, ça va. Oh. Non, mais petite piqûre de rappel. Olivier Véran, il était... Voilà. Gourmand de la blague, là. Ouais, Olivier Véran était ministre de la Santé, puis... aujourd'hui, il est porte-parole. Il faut quand même se dire qu'Olivier Véran, c'est un mec qui est capable de s'applaudir quand il prononce un mot de plus de 4 syllabes. Il a l'élocution d'un sèche-linge, si tu veux. Donc, vaccination, bah, t'imagines le mec qu'il a mis à toutes les sauces. Il y a le mec qui était content comme tout. Donc, on a ça. On a, nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Ouais, pareil. Elisabeth Borne, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois qu'on l'a vu rire, Nabila était encore vierge. Ça a été extrêmement atteint ces derniers temps, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs entre les réseaux sociaux et les différentes crises qu'on a pu subir. J'aimerais vraiment qu'on comprenne quelle est selon toi la racine en fait, de ce manque de confiance qu'on peut avoir dans les politiques. Je pense que déjà il faut partir d'une dissociation qui est importante, qui me semble être la différence entre la parole politique et la parole gouvernementale. La parole politique, on l'a vu dans un contexte d'élection, il y a effectivement cette volonté d'accéder au pouvoir, ce rôle nécessaire de l'opposition, qui, quel que soit le bord, devra être d'opposition.
Donc on fera toujours en sorte effectivement d'avoir un message plus ou moins opposé, sauf dans un entre-deux-tours, on y reviendra peut-être. Donc il y a cette parole politique-là, et après il y a la parole gouvernementale, qui est celle effectivement de la gestion du pays, où on est au pouvoir, donc on n'a plus besoin de tenter d'y accéder. Et là on est sur des promesses qui changent. Déjà il n'y a peut-être même plus de promesses, qui étaient dans le cadre de la parole politique. Une fois au niveau de la parole gouvernementale, on arrive où il est question de gestion du pays, il est question effectivement de prendre en compte tous les facteurs extérieurs. On le voit malheureusement aujourd'hui dans le contexte terrible, le Covid-19, puis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui sont autant de paramètres qui doivent être pris en compte et qui font que la parole politique va plus ou moins s'éclipser. Donc de là déjà, il y a une distinction qui me semble importante. Cette parole n'est plus la même entre avant le pouvoir et une fois qu'on a le pouvoir. Et à partir de là, on peut prendre, si on met les deux sur la table, on peut prendre la différence entre ces deux paroles, ce qui pour moi d'emblée peut créer une défiance, peut créer des doutes sur effectivement ces promesses qui ont été faites et qui ne se mettent pas en place une fois l'accession au pouvoir réalisée. Déjà, il y a cette distinction-là qui me semble assez élémentaire et qui peut être un des facteurs d'explication du fait que les gens redoutent, craignent ou se méfient de la parole, de cette parole des gouvernants. Cette parole, elle change en fonction de si jamais c'est une élection ou si jamais on est en poste. Le moins possible. Je suis d'accord avec cette distinction qui est pas liée à telle ou telle majorité. La parole de campagne, si c'est ça qu'on entend par parole politique, c'est-à-dire celle où on affronte des idées, on se confronte entre partis politiques, c'est aussi une belle chose dans une démocratie, n'est pas pareil que quand vous êtes directement aux responsabilités, d'abord avec son lot d'imprévus. C'est-à-dire que personne ne pouvait faire des promesses ou des propositions sur la gestion Covid ou sur la gestion de la guerre en Ukraine, parce qu'on ne savait pas que ça allait arriver, personne ne savait que ça allait arriver. Et donc une parole gouvernementale, c'est une parole en effet qui est différente, qui est une parole d'exercice et non pas de conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi en conquête du pouvoir et qu'on fait différemment en période d'exercice du pouvoir, heureusement. Je pense d'ailleurs, moi ça fait pas longtemps que je suis en politique, que beaucoup plus qu'on ne dit et qu'on ne croit, et ça vaut pour tous les partis, tous les pays, la parole ou l'action politique après l'élection, à mon avis, est beaucoup plus proche qu'on ne pense des programmes et des promesses. Il y avait toujours un documentaire politique, un grand patron au début des années 80, qui racontait la campagne de Mitterrand en 1981, qui faisait peur à beaucoup de gens dans les milieux économiques, etc. Il y avait beaucoup d'excès, de caricatures, ça va être affreux. Bon. Et il disait à des patrons qui disaient non mais c'est pas grave, Mitterrand il fera quelque chose pendant 15 jours et après il fera plus rien. Il dit attention, les politiques font ce qu'ils disent, en général. Et donc il y a ça. Après on y reviendra peut-être, il y a la question de la défiance vis-à-vis de la parole politique, qui à mon avis, et c'est pas une façon de se défausser, n'est pas tellement liée à l'écart entre promesses et réalité. Rémi, quels pourraient être les déclencheurs de l'effondrement de l'Europe, selon toi ? Disons que déjà sur le point de départ du débat, il y a très peu de guerres, voire aucune, qui s'est faite au nom de l'intérêt des citoyens et des peuples. Donc ça reste quand même un point à rappeler à mon avis, d'autant que tout ça ressemble quand même à une très mauvaise série Netflix, ou Salto pour les plus curieux des divertissements. C'est-à-dire on parle de narratif, mais tout ça ressemble quand même drôlement à une série Netflix. On a des cliffhangers, on a des épisodes comme ça qui s'arrêtent sans le fin mot de l'histoire. C'est le massacre de Boutcha, c'est le missile cheminée, c'est tous ces événements qu'on a vus qui ont occupé l'antenne pendant 24-48 heures, qui le lendemain se sont évanouis, et un autre événement a repris, et puis après c'est l'allocution de Zelensky, et ainsi de suite. Depuis bientôt 6 mois, c'est ça, c'est rythmé telle une série Netflix, plutôt mal écrite, mais dont l'issue est assez connue dans la mesure où ce serait faire à mon avis trop d'honneur d'imaginer que l'Union européenne ait un rôle à jouer là-dedans. Dès 1951 et la création de l'OTAN, on sait que l'objectif premier, la lutte contre le régime communiste, on a changé plus ou moins les costumes, mais les personnages sont les mêmes. Donc imaginez que l'Union européenne ait un rôle à jouer là-dedans, si ce n'est être le vassal des États-Unis de manière plus ou moins déguisée, d'ailleurs de moins en moins. Je pense que finalement l'histoire est assez claire, peut-être écrite d'avance sur la finalité, ça on verra la saison 2 ou 3. Après, sur l'implosion, ça me fait un petit peu penser à cette situation en 2008 sur les grosses banques américaines, où on parlait de too big to fail. Est-ce que l'Union européenne n'est pas dans la même situation ? Est-ce que l'Union européenne peut réellement imploser, s'écrouler, donner naissance comme ça à un essaim de nations qui n'auront aucune solidité ? On a appris cette semaine qu'un journaliste de CNews, qui était en charge quand même de la couverture de l'Élysée depuis 2017, qui a couvert l'élection présidentielle, a rejoint donc le parti Renaissance en tant que porte-parole.
Bah, on C'est l'avait ce déjà genre. eu avec Bruno Roger Petit, il me semble. Ouais, mais je crois que ça n'avait jamais atteint ce stade quand même Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait eu. J'avais fait un petit tweet d'ailleurs qui a eu pas mal d'écho à ce sujet. Je sais pas s'il y a eu à ce niveau parce qu'évidemment on m'a rétorqué que Philippe Ballard sur LCI qui avait rejoint donc le RN. D'abord, il n'était pas au service politique de la chaîne, il n'était pas président de la société des rédacteurs de la chaîne, il n'était pas en charge de la couverture de l'Élysée depuis 2017 et il n'a pas couvert, à ma connaissance, la dernière présidentielle. Quoi. Il était que présentateur et ça n'a rien de péjoratif, l'ayant été en plus moi aussi auparavant. Donc quand même, ça dit quoi ça ? Ça dit, est-ce qu'on nous prendrait pas quand même un peu pour des teubés ? Disons que ça date pas d'hier. Des comportements comme ça, des perméabilités entre les différentes élites, on en a souvent constaté. Mais je crois qu'on a passé un cap, une fois de plus, avec Emmanuel Macron. Et tout ça est très bien renseigné. C'est le bouquin Le Traître et le Néant de Davé et l'Homme, c'est tout le travail de Marc Andevelde, entre autres, Juan Branco aussi. Le nouveau directeur général depuis, je crois, 2017 ou 2018 de BFM TV, décidément, je m'acharne sur eux, c'est Marc-Olivier Fogiel. Un proche du couple présidentiel, c'est de notoriété publique, proche également de la fameuse Mimi Marchand. Mais tout ça est clair, et tout ça on le lit dans les journaux, il n'y a aucun secret, il n'y a aucune opacité. Et c'est là où je crois qu'on ils franchit un s'en cap. cachent pas. Hein, Ils s'en cachent absolument pas. Et donc on s'étonne que, par exemple, Mediapart a sorti, je crois, hier, encore un nouveau dossier sur l'affaire avec Kadhafi et Sarkozy, BFM TV qui n'en a pas parlé. Et un autre exemple, c'est L'Équipe, avec le travail de Romain Molina. L'Équipe qui... Alors là, je vais demander à nos amis spectateurs de fact-checker, mais sauf erreur, depuis que Romain Molina a sorti ça le 16 ou 18 septembre, il n'y a pas eu son nom dans L'Équipe. Pas une seule fois. Donc ça en dit long. Alors, c'est moi, ça. j'aimerais quand même qu'on salue quand même le grand courage quand même politique et déontologique quand même de BFM TV. C'est quand même qui donne la parole à quand même des gens qui ne l'ont jamais. Un certain BHL. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine. On parle. C'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais à ce niveau, c'est magique. À côté, les Simpsons, c'est une émission d'Arte, quoi. Je veux dire, le mec, il est allongé par terre, en mode c'est super dangereux, on sait qu'il est à 100 km de la première ligne de front, la photo est prise comme ça, le photographe est debout. Ouais. C'est tellement dangereux que le photographe est debout, enfin, je veux dire, c'est lunaire, je veux dire, c'est pas sérieux. France Info, donc le 1er mars, nous sommes le matin, et il déclare, écoute... Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Effondrement de l'économie russe, guerre financière et économique, le peuple russe en paiera les conséquences. Ah, tu sens que Bruno Le Maire, il a pris un bol de ricoré un petit peu corsé. Ah ouais, il était plein de balles. Il s'est dit, là, je vais aller distribuer les mandales. Donc, il a eu un excès de confiance, qui a très vite été calmé par nul autre que Dimitri Medvedev, ancien président russe, qui a réagi sur Twitter. Tu vois, il a dit notamment faites attention à votre discours, messieurs. Et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. À la boulette. Ouais, donc Bruno Le Maire, bon, c'est vrai qu'au départ, il a des épaules de serpent, donc c'est le genre de type, quand il provoque la bagarre, c'est rarement lui qui ramasse les marrons derrière. Bon, ben là, il a tout de suite, dans la foulée, il a déclaré à l'AFP, il a dit que le terme guerre, finalement, était inapproprié. Oui, alors en traduction géopolitique, ça s'appelle caca culotte, ça. Caca culotte. Oh. Ah ouais. Oh, ce glouton. Du coup, on a quoi là? C'est sur le plan nutritionnel, c'est ce qu'on peut faire de plus optimal. On est sur une dynamique de pain, hein, ça c'est important, et une dynamique de pâté, tout ce qu'on aime. Il y a de la viande, il y a de la protéine, il y a du plaisir, ça c'est essentiel. Heureusement que ça dure que 3 semaines cette affaire, parce que derrière t'es Gérard Depardieu. Ça taille, hein. Ça taille pas que des rondelles de saucisson ici. Hein. Je suis sûr que la caméra ne tourne pas, hein. Ils viennent juste grailler un max, ils ont mis 2 polos et ça dégage. Hein. C'est drôle. C'est marrant. Pêle-mêle, le 15 avril, ça c'était sur BFM TV, on apprend, c'est l'idée inutile de la semaine. Ah, vraiment, celle-là, elle est belle. Emmanuel Macron annonce la création d'un fichier administratif recensant les personnes soupçonnées de violences sexuelles ou de violences faites aux femmes. Faut faire gaffe, parce qu'à ce rythme-là, ça va s'appeler le gouvernement. Ouais, non, mais il est bien ce fichier, moi je dis pas. Enfin, c'est bien qu'il y ait un fichier. Il y aura un joli fichier dans une jolie étagère qui sera bien rangé, mais voilà, ça s'arrête là, si tu veux. C'est un fichier. C'est con parce que dans le lot, il y aurait peut-être Gérald Darmanin. Bon, il a été innocenté, attention. Il y aurait peut-être Laurent Bigorgne. Ah ouais. Rappelle-toi, on a fait une vidéo. Vous êtes nombreux, apparemment, vous êtes bientôt 300 000 à l'avoir vu. Si tu l'as pas vu, le lien est dans la description. Mais là, c'est pareil, il va être dans le fichier, Lolo Bigorgne. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Non, mais de toute façon, on a peu
peu d'hommes politiques qui sont vraiment ou qui osent être contre le pass parce que la moitié de leur électorat au moins est pour. Donc ils sont coincés. Et... Alors, oui et non. Oui et non, parce que, oui, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un argument électoral, en même temps, c'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes, répéter 15 000 fois une chose et ça deviendra la vérité. Ouais. Donc on a dit aux gens, ça fait 2 ans qu'on dit aux gens, si vous ne confinez pas, si vous ne mettez pas le masque, si vous ne faites pas le couvre-feu, si vous n'avez pas les gestes barrières, et ou si vous n'êtes pas vacciné, vous allez mourir. Donc on a tous peur de la mort. Donc je pense que c'est là où il faut essayer de trouver un équilibre. Chacun a ses convictions, mais de ne pas se juger chacun en tant que citoyen, parce qu'on est rentré dans une société complètement explosive, où on a envie de tous se mettre sur la gueule parce qu'on est vacciné 1 dose, 3 doses, on est pro-pass, on n'est pas anti-pass. C'est complètement explosif. Enfin, en tout cas, de manière générale. Et je pense que politiquement, c'est un petit peu pareil. Ils y voient un intérêt électoral. Après, allez, je vais lâcher là, une bombe. Presque, je comprends la lâcheté politique. Parce qu'il faut avoir un courage inouï pour s'engager comme rares, comme ceux qui l'ont fait et ceux qui sont très rares ont pu le faire politiquement, à s'opposer depuis le début. Je pense à Florent Philippot, je pense à Martine Voneur, je pense à... Pardonnez-moi l'expression, mais ils ont pris des seaux de merde sur le visage. Mais vraiment, et je pèse mes mots. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la violence, en fait, du déchaînement de cette machinerie médiatique. Dans un contexte aussi explosif, les gens qui ont seulement osé douter ou dire peut-être qu'on peut réfléchir. Je pense aussi à un Laurent Mukieli, par exemple. Et le symbole de tout ça, c'est le professeur Raoult. On ne va pas refaire toutes les polémiques ici. Tout est discutable, bien évidemment. Mais on nous a quand même expliqué en l'espace de 6 mois qu'un type qui était l'une des références dans sa spécialité depuis des dizaines d'années, en 6 mois, on nous a fait croire que c'était une banane flambée et qu'il avait eu ses diplômes dans un Kinder Surprise. C'est pas sérieux. Après, on peut discuter des propos, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est la parole d'évangile. Je dis juste qu'on est dans une époque qui est d'une violence extrême. Et les politiciens, à mon avis, protègent aussi leur précaré de cette manière-là. Toujours du côté de Jazz à Vienne 2022 avec Elodie qui a gentiment accepté de répondre à nos petites questions. Quel plaisir déjà de retrouver le festival Jazz à Vienne 2022. Exactement, retrouver un petit peu du monde, des musiciens, profiter, partager ces moments hyper intenses qu'on retrouve chaque année sur le festival de jazz. C'est vraiment à chaque fois un plaisir. Grégory Porter ce soir, Angélique Kidjo, que des grands noms. Là encore, comment ça s'organise un festival comme ça? Comment ça se passe pour avoir de tels grands noms et puis durer 41e édition? Ça doit être une organisation de titan. C'est vrai, c'est une grosse organisation. On a une année quand même pour le préparer, voire même un peu plus, parce que quand on travaille à la programmation, on travaille des fois 1 an, voire 2 ans à l'avance pour signer certains artistes, certains projets qu'on met en place. Peut-être que vous allez voir certains projets sur cette édition comme une exposition qui raconte les 40 ans de Jazz à Vienne. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on y travaille. Et après, le choix des artistes, en effet, ça prend du temps, mais il y a tout l'aspect aussi technique, communication, logistique, administratif, qui prend beaucoup de temps pour organiser un festival dans de bonnes conditions, pouvoir accueillir aussi le public dans les conditions optimales. Donc on est une équipe de 15 personnes pour travailler à l'organisation du festival. C'est pas de trop. Et si on veut parler d'un autre chiffre, ça représente 500 personnes qui travaillent tous les jours pour l'organisation du festival. Chansons qui ont traversé les époques, qui sont vraiment devenues intemporelles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un thème, un chacun, qui vous inspire, sur lequel vous auriez envie d'écrire quelque chose, de faire une chanson pour inspirer justement et traverser les générations à venir? Bon, j'ai fait une chanson, j'ai rien fait du tout, moi j'ai fait la musique. Donc je veux dire, c'est au niveau des gens qui font les textes qu'il faudrait demander ça. Mais il y a sûrement des tas de choses à faire. Là, tout à l'heure, quelqu'un me demandait s'il voyait un rapport entre Femmes libérées et MeToo. Faut vraiment... MeToo, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Je suis dans le même cas que Cookie. Je compose des chansons, je les écris pas. Toi, tu écris ou tu composes? Oui, mais pas forcément avec le groupe dans lequel j'étais avec L5. D'une manière générale, les crises, la crise qu'on a tous connue, les dernières crises, elles nous ramènent toujours à l'essentiel des choses. Nous, on a traversé des choses, mais il y a aussi les autres qui arrivent et finalement, heureusement que la vie fait son œuvre. Mais c'est ça, moi, qui m'inspirerait, c'est les crises. Hey, and pray you'll understand.